Durant les 2 dernières années, en 2022, on atteint un pic jamais réalisé. Alors, les pays qui sont en tête de liste, il y a l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Bénin et le Gabon. Voilà des pays dont la consommation de l'alcool est passée de presque rien du tout il y a 10 ans de cela à l'une des consommations les plus hautes dans le monde et en Afrique naturellement. Alors aujourd'hui, on se pose la question, production d'alcool en Afrique, quelle jeunesse pour quel continent? Oui, le continent africain pourra-t-il compter sur sa jeunesse, car étant entendu que cette consommation d'alcool touche dans la plupart des temps, les jeunes. Oui, ils sont les premiers à faire monter, justement, à faire exploser cette production d'alcool. On en parle ce matin avec vous, chers messieurs, et je me réjouis. Et je rappelle que le 4e panéliste, on le prendra en ligne, c'est le docteur Makop, qui est enseignant universitaire et économiste. Il nous parlera certainement des impacts de cette orientation de notre économie vers le business de l'alcool. Mais peut-être avant lui, parlons-nous avec vous, Maître Franklin, de cette orientation quand même, on va dire, cette poussée du business de l'alcool et cette vulgarisation justement de ce business. Aujourd'hui au Cameroun, l'un des plus grands contributeurs à l'économie camerounaise dans le domaine privé, c'est quand même les brasseries. Donc c'est voulu. C'est voulu. De toutes les façons, analyser le phénomène de l'alcool revient à analyser un phénomène qui est à la fois politique et scientifique. D'un point de vue politique, il faut reconnaître que nos États en construction et les pouvoirs qui les incarnent ont intérêt à avoir de plus en plus. D'abord, avant d'arriver même à ça, il faut d'abord faire le constat démographique. C'est que tous les pays que vous avez cités là, et même si vous allez encore plus bas dans la liste, vous verrez que ce sont des pays qui ont des jeunesses de plus en plus importantes. C'est-à-dire que vous constaterez Bénin, Cameroun, Gabon, ce sont des pays qui ont des jeunesses de plus en plus importantes en termes de volume. Au Cameroun, par exemple, les chiffres disent que 60% ou 65% de la population a moins de 35 ans. Donc, vous comprenez que la jeunesse y est importante. Je crois qu'au Bénin, j'ai vu 57% et au Gabon, on n'est pas loin des deux chiffres. On est au milieu des deux chiffres. Donc, ce que je veux relever, c'était d'abord de faire le constat, planter le décor d'un point de vue démographique. Maintenant, pour revenir à l'analyse et dire que c'est politique. Politiquement, c'est un mode de gouvernement. Les politiques ont besoin des jeunesses pour continuer de faire en Afrique francophone ce qu'on fait. Ont besoin de jeunesse qui ne pensent pas. Parce que moins on pense, mieux ils se portent, mieux leur pouvoir se porte. Donc, l'intérêt qu'il y a à laisser les jeunes aller, parce que c'est politique l'organisation sociale, et les choix de consommation sont politiques. Les aliments qu'on consomme, les boissons que l'on consomme dans un pays, ils relèvent de la politique aussi. Et donc, les politiciens ont intérêt à cela. On a intérêt à ce que la jeunesse soit occupée à se vider le cerveau, alors de leur remplir du moins et de moins que rien, afin que ça leur permette effectivement de continuer de manipuler le peuple et de le diriger comme des moutons qu'on mène à la bergerie. Donc, d'un point de vue politique, oui, le débat permettra d'affiner cette réflexion et de le démontrer davantage. Mais d'un point de vue scientifique, il faut observer quelque chose qui est simple. Nos pays ont été frappés par une brutale disruption. L'arrivée de la télévision et plus tard du téléphone et Internet ont introduit dans les sociétés africaines une profonde disruption mentale, psychologique et intellectuelle. C'est-à-dire que si vous regardez les gens qui ont 40 ans et plus, vous vous apercevrez qu'ils ont été éduqués dans un pays où il n'y avait pas Internet. En fait, les gens qui ont 30, 40 ans, ce sont des gens ou 40 ans et plus, sont des gens qui ont passé leurs 20 premières années sans soit télévision, soit Internet, ou les deux. Donc, ce sont des gens qui ont été éduqués avec une certaine discipline, une certaine rigueur sociale et mentale, et elle était collective. Ça fait que un certain nombre de vaisseaux, là j'en appelle à mes expertises de sciences criminelles ou bien de programmation neurolinguistique, un certain nombre de vaisseaux du cerveau ne seront pas ouverts. Donc il y a des distractions, il y a des choses auxquelles ils n'ont pas été exposés. Et cela a permis que ce soit des personnes qui sont plutôt rangées, plutôt disciplinées. Or, si vous regardez avec la disruption digitale, avec la disruption de l'image et de la télévision, avec Internet et le téléphone, il se trouve que tous nos enfants qui ont 30 ans et moins se retrouvent émancipés très vite. C'est-à-dire qu'à 7 ans, à 10 ans, l'enfant sait des choses que
Nous, à notre époque, on ne savait pas du tout. On n'y était pas exposé. La société nous protégeait d'un certain nombre de comportements, d'un certain nombre d'attitudes, d'un certain nombre de choses, à la fois des aliments et des boissons. Donc, à 10 ans, l'enfant est préparé à cela. Il se trouve que cette disruption qui a ouvert des portes du cerveau qui autrefois n'étaient pas ouvertes avant 25 ans, mais la société n'y a rien mis de bon. On n'a pas utilisé ça. Aujourd'hui, un enfant a un cerveau qui lui permet de retenir l'histoire, la géographie et tout ce que nous... Il nous fallait toute une journée. Aujourd'hui, lui, il retient ça en quelques temps. Il lui reste beaucoup de temps dans la journée qui n'est occupé par rien. Alors, c'est occupé par l'alcool. Alors, c'est occupé par la disruption négative, c'est-à-dire l'alcool, les jeux au hasard et la sexualité à outrance. Donc, l'alcool est venu combler un vide que la société n'a pas utilisé, dont l'État n'a pas structuré l'utilisation. L'alcool est venu se mettre là-dedans. Et cela permet aux jeunes de passer du temps. Aujourd'hui, on ne leur a rien offert d'autre. Il me souvient, il y a une loi, j'oublie laquelle, mais il y a une ordonnance qui avait été, un décret qui avait été pris par le premier président du Cameroun et qui exigeait que, entre une vente emportée ou bien un débit de boisson quelconque et un autre, qu'il y ait un espacement minimal. Aujourd'hui, moi j'ai déjà fait cet exercice. En partant du rond, pour ceux qui connaissent un peu la ville de Douala, quand vous partez du rond-point CCC, qui est non loin de vos studios ici, jusqu'à entrer lycée à Village, ça c'est un travail qui a été fait en 2013 ou 2014. On comptait sur le bord de la route, du côté gauche, on comptait 207 débits de boissons, et du côté droit 308. Donc, ça, je dis bien, on était en 2013. Donc, et entre-temps, les chiffres ont minimalement doublé. Minimalement, les chiffres ont doublé. Donc, le niveau de consommation de l'alcool a atteint des proportions inquiétantes pour une société qui veut évoluer. Il me suffit de planter le décor comme ça là pour nous permettre de comprendre plus tard quelles sont les incidences que cela a sur notre société. On reviendra peut-être aussi sur les implications économiques de ce business de l'alcool. Les jeunes aujourd'hui au devant de la scène dans un record qui ne fait pas éloge à cette jeunesse qu'on veut travailleuse. Est-ce qu'ils sont juste le résidu de leur père? Est-ce qu'ils copient juste ce qu'ils ont vu de leur père? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce que la jeunesse est autant penchée vers l'alcool? Ben, j'ai dit que c'est voulu. La consommation de l'alcool dans la tradition africaine n'est pas quelque chose de nouveau. On buvait lors des cérémonies de manière presque ludique, mais surtout fraternelle autour d'un feu, d'un bon plat de nourriture, notre vin de palme, de manière traditionnelle, en discutant avec des frères, en épiloguant sur la journée, mais de manière raisonnable. Depuis que nous sommes rentrés de plein fouet dans ce que j'appelle cette mondialisation qui ne dit pas son nom, Maître Franklin a été assez clair là-dessus en vous montrant l'implication de l'intrusion de nouveaux enseignants dans nos foyers, que sont la télévision, que sont le téléphone avec Internet, dont vous n'avez plus prise sur rien. L'État incapable de répondre, nos États, ce n'est pas spécifiquement l'État du Cameroun, les États africains en général dominés, étant incapables de répondre aux attentes de cette jeunesse-là, parce que quand on est jeune, on bout, on a de l'énergie, on veut faire plein de choses. Donc, étant incapable d'orienter, n'est-ce pas, c'est-à-dire que cette énergie de cette jeunesse-là vers des secteurs qui auraient permis justement à cet État-là d'exploser et d'être capable de tutoyer les autres États de ce monde, là où ils sont, en tenant compte de notre histoire, en tenant compte du retard que nos peuples et nos États traînent avec eux. Et ça, c'est l'histoire qui parle, l'esclavage, la colonisation et tout ce que vous voulez. Nous aurons plutôt eu tendance à cadrer, c'est-à-dire à discipliner davantage le corps social, surtout sa France jeune, parce que on avait un gap assez important à combler. Patatras, non. Parce qu'on ne veut pas de contradiction. Parce qu'on ne veut pas de remise en cause de la manière de gérer le pays.
ce que vous appelez la gouvernance, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les vannes de cette consommation abusive de ce que j'appelle cette drogue. Parce que l'alcool est une drogue. Attention, l'alcool est une drogue. À la différence des drogues dures. Bien, on peut prendre une drogue dure de manière douce et prendre une drogue douce de manière dure. Dans le cas de l'alcool, c'est une drogue. D'ailleurs, c'est même un problème d'ordre culturel. Par exemple, si vous allez dans des aires géographiques qui sont dominées par la région musulmane, boire de l'alcool, c'est très grave. Vous le savez pertinemment. Pertinemment, boire de l'alcool dans ces zones-là, c'est très grave. Mais peut-être que prendre, comment on dit ça, un peu de shit, un peu de... qu'est-ce que les Marocains produisent beaucoup là? Peut-être ça peut être plus ou moins toléré. Donc, en fonction des aires culturelles aussi, on voit que l'alcool peut être le bienvenu ou non. Bon, donc en réalité, nous sommes dans une problématique qui est la suivante. Il va commencer. Il n'y a pas que la distance entre deux points de débit d'alcool. Il y a même la proximité avec des hôpitaux, avec les écoles. Allez voir. C'est même à l'intérieur pratiquement des écoles aujourd'hui qu'on vend de l'alcool. Il y a à Bupal, au lycée de Dédou, association des buveurs à l'intérieur des écoles. Or, les plus jeunes déjà, on leur montre que pour être in, pour donner l'impression d'être quelqu'un qui compte, il faut se lancer dans des beuveries à ne plus en finir. Et cette jeunesse-là, je peux vous dire, on va revenir là-dessus tout à l'heure, est-ce que s'expose, mais du point de vue de la santé, à des dommages irréversibles? Je suis convaincu que dans les décennies à venir, il y aura une explosion des maladies liées aux reins. Pourquoi? Parce qu'au-delà des brasseries qui sont qu'on peut considérer comme plus ou moins légales, malgré les tonnages en termes de débit d'alcool qu'ils émettent dans la société, mais nous sommes maintenant face à de nouveaux acteurs qu'on appelle les patrons de la contrefaction, qui nous livrent des alcools frélatés, mais d'une nocivité hors pair. Allez dans tous les débits de boissons, même les plus réputés. Vous allez demander, je veux une bonne bouteille aussi, je ne veux pas faire la publicité, 12 ans d'âge, 40 ans d'âge, comme les Camerounais sont accros à ça pour montrer qu'ils sont quelque chose. Là, on vend un truc qui n'a arrêté qu'un truc empoisonné, et le matin, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez même pas être debout. Donc, je pense sincèrement que les États ayant constaté qu'ils étaient incapables de répondre à une société qui se voulait critique vis-à-vis de sa gouvernance, qu'elles étaient incapables de répondre à des questions de développement pour essayer de renflouer leurs caisses, parce que ces brasseries, comme vous l'avez si bien dit, sont parmi les premiers contributeurs dans les caisses de l'État, qu'ils étaient incapables de répondre sur le point de vue moral au type d'instruction, d'éducation et de discipline qu'ils voulaient donner à cette jeunesse-là, parce que dans la plupart des cas, ils n'étaient pas des modèles eux-mêmes, ceux qui dirigent. Conséquence, qu'est-ce qui s'est passé? On a ouvert les vannes. La corruption aidant, on a fait tout et n'importe quoi. Au point aujourd'hui, c'est une chance d'avoir dans ce soir un jeune à partir de 18 ans qui ne boit pas. Je dis que c'est une chance, c'est une exception de plus en plus rare dans nos sociétés. Je ne veux pas aborder la question des partis. Moi j'ai vécu une scène, il y a cela quelques années à Yaoundé, des enfants faisaient faire des armées de probatoire. C'était, je crois, la phase EPS, le sport. Alors, tous les bars sont envahis. Tous les bars sont envahis. Ils montent sur les tables, ils boivent, ils dansent. Je leur pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? On dit que non, on vient de terminer les examens de probatoire. Je dis, c'est pas possible. Mais nous sommes où? Je dis, en plein cœur de Yaoundé, la capitale. La capitale. Donc, allez donc, comprendre quelque chose à ce type de réaction. Donc, en réalité, nous sommes dans les États qui ont démissionné de leur rôle d'éducation, de leur rôle de faiseur de la discipline au sein de la société, mais surtout de leur rôle de préparation de la jeunesse pour être en capacité d'affronter les enjeux majeurs qui se dessinent là, qui sont là devant nous, et donc qui nécessitent justement d'avoir une jeunesse d'un certain niveau, d'un sens de responsabilité très aigu, mais surtout en santé, parce que un corps qui est abandonné aux effluves de l'alcool ne peut pas produire
la masse critique dont nous avons besoin pour rattraper, je continue de dire, le gap, le retard insondable que nous avons vis-à-vis des autres. Il faut pour cela un minimum de discipline radicale pour que cela se fasse. Mais maintenant, je ne vous parle pas. Moi, je ne peux pas comprendre. J'ai fait quelques autres pays d'Afrique. Mais c'est seulement au Cameroun que c'est une spécialité. Dans toute la musique que les débuts d'alcool émettent au quotidien, même à côté des centres d'encadrement des jeunes, des écoles, comme on appelle vulgairement, ça veut dire fraudon. Je me demande comment certains professeurs font pour dispenser des cours. Je ne vais pas citer les noms, pour ne pas être méchant. Mais je vous dis, il y a des débuts de boissons, ils sont en face de l'école primaire. Et ils diffusent de la musique avec des voltages hors pair. Et les gens sont là dès 6 h du matin. Vous allez à l'école, vous trouvez un type qui est en train de boire la bière. C'est sur le gâteau. À la sortie des classes, c'est souvent les élèves qui accompagnent leurs professeurs pour leur donner une dans ce même lieu de débauche. S'il vous plaît, en tenue scolaire. Je pense qu'il faut que quelque chose soit fait. Nous ne disons pas que les opérateurs qui font dans ce secteur-là doivent fermer boutique, mais il faut un minimum d'éducation, un minimum de précaution, mais surtout une volonté ferme de nos États et de nos pays de se projeter de l'avant en essayant de réduire cette tendance extrêmement nocive et dangereuse pour notre jeunesse, c'est-à-dire cette consommation débridée, exagérée de l'alcool, sans qu'on ne puisse comprendre les motifs, les raisons, mais surtout la finalité dans le cadre de cette Afrique que nous voulons construire. Cette Afrique que nous voulons construire, avec qui? Telle est la question, la jeunesse, cette jeunesse-là qui se noie dans des verres d'alcool à non plus finir. Volonté du gouvernement d'asphyxier pourtant cette jeunesse. La question, je vous la pose également, docteur Bénicris, au regard justement de tous les préalables qui ont déjà été établis ici. Pensez-vous que l'État est véritablement conscient, et les États des pays où cette explosion fulgurante de la production d'alcool est notée, l'État, disais-je donc, est-il véritablement conscient que c'est un danger pour sa jeunesse? Oh, merci beaucoup pour cette question, Monsieur Rim. C'est une problématique très importante que l'alcool et la jeunesse, les rapports de la jeunesse à l'alcool et vice-versa, et la responsabilité de l'État et de la jeunesse elle-même. Vous savez, il y a un proverbe congolais qui dit « La jeunesse est comme une larve de coléoptère. Si vous en prenez soin, elle prendra soin de vous. » Donc, en prendre soin évoque justement cette responsabilité à la fois de l'État et de la jeunesse elle-même. Et donc, dans mon propos, j'aimerais nous montrer ici la responsabilité de l'État dans l'état actuel des faits. Et quelque part aussi les désarmements de cette jeunesse-là avec l'influence des réseaux sociaux et du boom Internet. Donc, il faut savoir que la multiplication ou la croissance de plus en plus de débits de boissons ou de l'alcoolisation, parce que je l'appelle comme ça, de l'alcoolisation de la jeunesse, est un facteur qui évoque la démission de l'État ou des États en général. C'est l'une des marques de la démission de l'État, voyez-vous, parce que l'État est censé être au service des citoyens, c'est-à-dire être chargé d'une mission en faveur des citoyens, des concitoyens, et pour l'intérêt général. Ça, c'est la mission de l'État, l'une des missions régaliennes de l'État. Maintenant, lorsque vous exposez votre jeunesse à une alcoolisation à outrance, parce que Franklin a été même un peu réservé quand il parle des débuts de boissons. Mais aujourd'hui, vous pouvez trouver dans un petit périmètre plus de 30 débuts de boissons entrecollés les uns aux autres. Ici, on joue la musique, ici la musique, vous ne savez pas qu'est-ce que vous écoutez. Et c'est une pollution sonore à outrance qui accompagne la vie de la société et donc de ces jeunes-là. Donc, moi j'étais par exemple en Côte d'Ivoire en 2007, 2010, 2008, 2009, 2010. J'ai vu une autorité communale prendre une décision selon laquelle aucun début de boisson ne peut mettre de la musique en public.
Je ne sais pas si cela est respecté, parce que récemment, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je n'ai pas fait attention à ça, parce que mon séjour était très limité. Mais cette décision a été respectée à l'ensemble, par exemple, d'Abidjan, où le maquis ne pouvait pas mettre les sons. On ne mettait les sons que dans les snacks, à l'intérieur, dans les huis clos, et les sons ne sortaient pas. Et si on vous attrape, vous mettez la musique pour déranger, ou c'est-à-dire vous mettez la musique ici, ça peut sortir de votre cadre, on vous porte plainte. La police ou la gendarmerie arrivait à l'instant d'après. Et cette norme a été respectée. Donc, vous savez, il y a donc, premièrement, c'est la marque de la démission de l'État, l'alcoolisation à outrance de la jeunesse. Parce que, vous savez, ça a été une programmation au plus haut niveau de l'ordre mondial actuel. Il faut dépraver la jeunesse si vous voulez la manipuler. Voyez, c'est ça l'important. Parce que la jeunesse, c'est comme la larve des coléoptères. La jeunesse, la larve des coléoptères est succulente. Mais elle a cette particularité. Elle est précieuse, mais elle est fragile. Si vous la prenez de force, elle va se casser. Donc on la prend avec méthode et stratégie pour l'extraire, parce que c'est un mets très important et très nourrissant dans nos traditions Bakongo. Voyez-vous, d'où cette proverbe-là, la jeunesse est comme la larve des coléoptères, elle est précieuse, mais elle est très fragile. Si vous la prenez mal, elle se casse. Et pour casser cette jeunesse-là, il faut l'exposer à la boisson. Et qui dit la boisson, c'est le sexe. Les boissons vont avec le sexe. Voyez-vous, donc c'est une marque de la démission de l'État. Parmi certains signes de la démission de l'État, vous allez constater que la démission de l'État dans nos pays africains est criarde, est visible. Par exemple, vous quittez... pour ne pas les citer, vous quittez une zone à une autre, c'est sur la voie publique, il y a un marché à côté, et vous voyez les gens sortir du marché pour vendre leurs denrées alimentaires sur la voie publique. Un endroit qui n'est pas approprié, je ne vais pas vous citer les endroits si vous en connaissez mieux que moi. Donc, vous voyez les marchands sur les trottoirs, sur la voie publique en train de vendre, à côté d'un commissariat, et les agents de l'État qui viennent racketter, qui viennent donc pour prendre des impôts, dans un cas illégal, qui n'est pas approprié à cet exercice-là. C'est ça la démission de l'État. Il faut avoir le courage de dire que ça fait partie des signes des États démissionnaires, qui ne jouent pas leur rôle assigné par la Constitution et par l'État. Deuxièmement, l'État a intérêt, comme le disait encore Franklin, que cette jeunesse-là ne puisse pas prendre conscience. Pourquoi? Parce que si la jeunesse commençait à réfléchir sur la gestion du pouvoir, sur les réalités de pouvoir public et sur les détournements de fonds orchestrés par certaines équipes gouvernementales, j'ai dit bien, en Afrique, le phénomène n'est pas camerounais, ce phénomène est global. Mais je vous dis que les Africains se réveilleraient du jour au lendemain et beaucoup d'États vont cesser d'exister. Beaucoup de gouvernements ont été déposés. Mais il faut donc droguer. J'ai aimé lorsque Parfait l'a dit, c'est une drogue. Il faut droguer cette jeunesse-là pour que cette jeunesse-là ne pense plus à rien. Il faut l'abrutir par l'alcool et par le sexe. Si vous l'abrutissez, cette jeunesse-là cessera de réfléchir, et puisqu'elle cesse de réfléchir, elle devient une bombe à retardement pour elle-même, mais aussi pour la société. Parce que regardez par exemple un phénomène auquel j'ai été confronté hier. Vous voyez ce qu'on appelle communément les taximans. Les gars roulent carrément à une vitesse impossible dans un quartier qui est censé abriter les enfants, les jeunes gens et tout. Là où la vitesse doit être limitée. Mais les gars excellent. Et quand ils descendent, les gens... Mais il a failli cogner les enfants qui jouaient. Et les gars descendent, il empestait l'alcool jusqu'à un niveau impossible. Il y a un commissariat à côté. Les gars descendent, ils ratent tout le monde, ils finissent, ils demandent sa voiture, il part. C'est l'incivisme. Vous voyez, c'est l'une des formes de la démission de l'État. Or, pour mieux contrôler le monde, il faut les abrutir. Et vous allez constater, vous allez chuter par là. Nous avons un phénomène que peu de gens remarquent. Nous avons, depuis plus de 30 ans aujourd'hui, un phénomène d'excroissance de l'idiocratie au niveau des États. C'est-à-dire que pour que la mondialisation puisse prendre ses racines et puisse marcher, pour qu'il y ait une gouvernance unilatérale du monde, que l'Occident domine tout, il y a l'émergence d'une élite politique médiocre à outrance. C'est-à-dire une idiocratie forcenée qui fait que nous avons à la tête de certains pays, de nos gouvernants, des gens qui n'ont aucune compétence réelle, aucune vision de la société, mais qui sont établis là, soit par appartenance à une obédience,
soit par cooptage, et non sur la base de la méritocratie. Et cette idiocratisation de la structure gouvernante dans le monde est tellement forcenée que vous avez des gens qui préfèrent, par exemple, je ne suis pas contre la fermeture des églises, qui abrutissent une certaine mentalité, mais je dis, quand on ferme une église pour en laisser ouvrir 20 bars, le projet derrière c'est quoi? Question. Alors, on se pose la question et justement on questionne l'avenir de cette jeunesse. Vous avez relevé l'alliance parfaite entre Bacchus et Vénus. L'un n'est jamais très loin de l'autre. Au Congo, c'est une tradition amener les enfants au bar à partir de 5 ans. Vous évacuez rapidement ça. C'est d'ailleurs Polisé qui dit ça. Je vais l'évacuer. Déjà, nous, quand j'avais 10 ans, 12 ans, 15 ans, chez nous, là où les aînés buvaient l'alcool, les enfants n'étaient pas censés y être. D'accord, c'est évacué. N'étaient pas censés y être. C'est évacué. J'étais surpris récemment, lors du ça a bac. changé. Ça a changé énormément. Lors du bac, je suis allé en boîte pour dire, comme on le dit, on m'a amené en boîte. J'ai vu qui m'a amené en boîte? Un parent d'un élève qui a eu le bac. Et il m'appelle à la maison, nous sommes partis, on nous amène où? En boîte. Et je vous dis, la boîte était envahie que par de nouveaux bacheliers. Il n'y avait que des élèves. Et j'ai même vu des enfants de 8 ans, 7 ans. J'étais tellement sidéré que je n'ai pas fait 30 minutes, je suis sorti. D'accord. Ça s'appelle le Festibac. C'est comme ça qu'on l'appelle au Cameroun. On l'appelle comment? Le Festibac. C'est devenu un phénomène accepté. Socialement accepté. Assujetti doit demeurer ainsi pour éviter de mettre les yeux dans les affaires du pays. C'est signé Désiré. Et là, on questionne l'avenir de notre continent à travers cette jeunesse qui se retrouve plus dans les bars que dans les lieux d'intelligence. Cette jeunesse qui s'illustre justement par ses comportements, prête à lever le coude, mais pas à réfléchir sur les projets de développement. Mais peut-être aussi l'alcool est devenu pour eux un élixir pour échapper à un quotidien malheureux. Oui, ce n'est pas faux, même si c'est quelque peu partiel et partial. Ce n'est pas inexact. L'alcool permet de s'évader. L'alcool permet à la jeunesse de s'évader et s'offrir dans leur tête une vie qu'ils n'ont pas sous leurs pieds. Je crois que une fois qu'on a fait le constat, il faut se poser la question de la cause et de la pertinence de l'approche. Je le réitère, nos États savent pertinemment qu'une jeunesse exigeante va leur demander des comptes qu'ils ne sont pas prêts à rendre. Ils le savent. Ils le savent très bien. C'est la raison pour laquelle il y a 3 dieux qu'on a laissé prospérer dans les peuples d'Afrique francophone. C'est le Dieu des Juifs, avec la prolifération anormale des églises. C'est le Dieu des Libanais, avec les jeux au hasard. Et c'est le Dieu que j'appelle le Dieu Bacchus. Quand c'est au Cameroun, je l'appelle autrement. C'est un nom français. Mais bon, globalement, c'est le Dieu Bacchus. L'alcool, les jeux au hasard et le christianisme sont les véritables moteurs. C'est le triangle de Bermude duquel les jeunes ne sortent pas. Peut-être qu'il est important de dire aux jeunes que l'État a certes le rôle de réguler, de réglementer, d'organiser, de structurer, de sanctionner les comportements liés à cet environnement-là. Mais il reste que c'est celui qui boit qui est la première victime et ses proches autour de lui. Vous ne pouvez pas organiser votre vie avec les liquides comme cela. Ils ne peuvent avoir aucun effet positif sur votre cerveau. Aucun. Je dis bien, la consommation d'alcool n'apporte rien à votre cerveau. Rien du tout. Au contraire. L'addiction qui est créée par l'alcool. J'ai échangé avec un aîné qui travaille dans une société brassicole. Et lui et moi il me faisait le constat parce que ça faisait plusieurs rendez-vous qu'on n'avait pas à se voir. Et je lui dis, mais on est pourtant en saison de pluie. Vous êtes supposé être en période de production basse. Il me dit non, les chiffres ont augmenté. Il me dit effectivement que les chiffres ont augmenté. Ça, il y a quelques mois déjà. C'était 2 mois par là. Il me dit non, les chiffres ont augmenté. Et donc, on s'est mis ensemble à analyser le phénomène. Il se trouve que, autrefois, pendant les saisons de pluie, les chiffres de consommation d'alcool étaient plutôt à la baisse en raison du fait que un certain nombre de débits de boissons, les extensions à l'extérieur étaient plutôt fermées et que les gens, il n'y a pas assez d'espace à l'intérieur, donc les gens restaient à la maison. Que 2, on boit un peu moins lorsqu'on est à la maison, d'accord? Et donc, comme il pleut et que les gens sont beaucoup plus à la maison, il fait moins chaud, les gens boivent moins.
Il se trouve que pour compenser le phénomène, à l'intérieur désormais, on ne boit plus bouteille par bouteille, on boit cuvette par cuvette. Donc ceux qui sont à l'intérieur boivent pour eux et pour ceux qui ne sont pas là. Donc maintenant, on boit en cuvette. C'est-à-dire quand les enfants rentrent dans les débits de boisson, ils n'achètent plus une bouteille après une autre, ils achètent 20 bouteilles à la fois. C'est 20 bouteilles à la fois. C'est en cuvette qu'ils boivent. Il se trouve que dans les débits de boisson, les vendredis, samedis et dimanches, parfois même dès le jeudi déjà, vous ne pouvez plus entrer dans certains points sans payer à l'extérieur déjà le prix de 4 consommations. C'est-à-dire qu'avant d'entrer à la porte, on vous fait payer le prix de 4 consommations d'alcool. Donc vous n'entrez pas passer une commande de 2 bières pour boire. Non, avant qu'on ne vous admette dans le lieu, vous avez déjà payé, vous entrez avec un ticket que vous remettrez à la serveuse qui vous servira 4 bouteilles automatiquement. Donc vous voyez comment on est en train de structurer. Et je crois qu'une fois encore, on peut dire ce qu'on veut, mais l'État ici joue un rôle important parce que c'est à l'État de réguler ça, c'est à l'État de structurer. Je ne sais pas pourquoi il est plus facile d'aller écrire sur une maison, pas de permis de bâtir, mais on ne peut pas voir à l'extérieur d'un snack qu'on est en train d'abrutir les gens. Je ne sais pas comment l'État ne peut pas régler ça. Je ne sais pas comment on peut continuer de donner la boisson à des enfants de 15 ans dans les débits de boisson au nom de l'argent, au nom du chiffre. Parce que peut-être le docteur Mbakop, mon frère et ami, reviendra-t-il sur la partie économique de cette affaire où une société brassicole est parmi les principaux payeurs d'impôts, les principaux contribuables au Cameroun. Oui, mais je crois que si on avait orienté ces jeunes vers les secteurs disruptifs, vers l'innovation, vers le développement technologique, eh bien, en termes de volume, ce ne serait pas la même chose, mais le nombre que ça constituerait permettrait de rattraper ce que la société brassicole rapporte et ça développerait globalement le pays. Donc, pour moi, c'est un pseudo-argument que d'aller chercher la raison fiscale et économique. Il se trouve que pendant que cette entreprise de la paye ses impôts, on est en train de perdre une frange importante de notre jeunesse qui se noie dans les rivières d'alcool qu'elle consomme tous les jours et tous les week-ends. Et à côté de cela, vous avez bien fait de l'observer, le doyen et docteur Béni-Christ, c'est que la pollution sonore a atteint des niveaux que l'on ne peut... Écoutez, lorsque vous vous exposez 2 heures de temps, 8 heures de temps par semaine à du bruit à haut volume, après 10 ans, votre cerveau a subi le même type de coup qu'un boxeur professionnel après 20 ans de carrière. Ça déstructure votre mental. C'est-à-dire que un jeune qui de 15 ans à 25 ans a été régulièrement exposé à la musique de haut volume, son cerveau est exactement comme celui de Mike Tyson à la fin de sa carrière ou de Francis Ngannou. C'est exactement le même type d'effet. Le cerveau reçoit le bruit comme un coup de poing. Oui. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans nos villes, on a affaire à des névrosés. Les gens sont tout le temps nerveux. Les gens sont tout le temps en colère. Les gens sont tout le temps hyper réactifs. Ils sont tout le temps violents. C'est en raison des types de la santé mentale. C'est du système neuronal. Il est fatigué. Il est usé par l'alcool, affaibli par le bruit à haut volume. Donc, on doit se dire qu'il y a un vrai problème de santé publique, d'évolution sociale, de structure intellectuelle que la consommation de l'alcool et les espaces dans lesquels on les consomme posent. Il est important que les jeunes comprennent une chose, c'est que chaque fois qu'on réfléchit pour vous sans vous, on réfléchit contre vous. Et on les a poussés à l'alcool pour pouvoir réfléchir pour eux tout le temps sans eux. Il faut qu'on revienne à des choses simples. Vous savez, je le réitère, lorsque vous donnez l'impression à un jeune... J'étais dans un village de l'Ouest il y a 2 semaines, il y a 2 week-ends. Et pendant les échanges que nous avions à cet événement, il y a un parent qui réagit en disant vraiment, moi, je suis inquiet. On vient de m'appeler pour me dire que ma fille a réussi le probatoire. Mais sauf que cet enfant n'a jamais eu plus de 7,5 de moyenne pendant toute l'année. Moi, j'étais déjà préparé à payer encore la pension. On fait même comment pour que les enfants passent aujourd'hui un examen. Et c'était la première fois depuis un long moment que je voyais un parent qui, au lieu de se réjouir, se posait des questions de fond sur le processus. Et pourquoi les enfants ne vont-ils pas consommer de l'alcool s'ils savent que la réussite est quasiment garantie avec 5 de moyenne, avec 6, avec 7 de moyenne? Ils vont consommer de l'alcool. Quand il y avait un niveau d'exigence élevé,
à l'école. Lorsque les enfants savaient que je cours le risque, eh bien, ils passaient moins de temps à boire et plus de temps à travailler. Et puis enfin, il y a aussi la crise des modèles. Cette question, tu l'as posée, mais elle est passée un peu comme ça. Je préfère revenir dessus pour que ce soit... Notre société a une véritable crise de modèles et elle n'a pas commencé dans l'espace social, elle a commencé dans l'espace familial. Vous ne pouvez pas... En sciences du comportement, on dit que ce que tu fais parle tellement fort que les gens n'entendent pas ce que tu dis. Tu ne peux pas être un père alcoolique, tu ne peux pas être un père qui s'expose beaucoup à l'alcool et qui demande à son enfant de ne pas boire. Ce n'est pas possible. Parce que plus que ce que tu dis, ton enfant retient ce qu'il voit. L'humain entend par les yeux, l'humain comprend par les yeux, pas par les oreilles. Les oreilles de l'humain, ça ne sert à rien, quasiment à rien. L'humain, si vous fermez les oreilles, c'est pour ça que quand quelqu'un est sourd, quand il voit quelque chose, il comprend ce qui s'est passé. D'accord? Plus que les oreilles, l'humain entend par les yeux. Dès qu'il a vu, l'information est transmise directement au cerveau qui décrypte. Ça veut dire que l'enfant retient ça. Oh, moi, j'ai grandi, une bonne partie de mon adolescence, je l'ai passé dans la ville de Limbe. Et c'était interdit pour les enfants d'entrer dans un débit de boisson quand il y avait les adultes. D'ailleurs, même sans eux, quand ils vous voyaient, ils vous mettaient dehors. Ils vous disaient, what are you doing there? Children do not stay there, go out. Donc, ils vous mettaient à l'extérieur, vous ne pouviez pas rester là. Et même le barman ne pouvait pas vous garder là. Il y avait... Mais c'était le cas aussi à Douala. Hein? D'accord, voilà. Ouais. Donc, il y avait un consensus social, il y avait un accord À Kinshasa, c'est social. bien écrit, interdit au moins de 18 ans. Parfait. Dans tous les débuts de boisson. D'accord. Mais est-ce que c'est appliqué? Sauf que ce n'est pas appliqué. C'est Et ça le la danger, question. c'est que les personnes qui sont chargées de la répression sont elles-mêmes soit corrompues, soit elles-mêmes déjà entraînées par les flots de boissons. Donc, inaptes à sanctionner parce que d'accord avec ce qui s'y passe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Un chiffre, 754 millions de litres bu. Nous sommes en 2015, c'est l'équivalent du fleuve Vouri pour ceux qui connaissent Douala. Le fleuve Vouri, c'est l'équivalent de ce qu'a bu en 2015 la population camerounaise. Et dans cette population-là, les jeunes, naturellement, se sont taillés la part du lion. La population, ou plutôt, la consommation a doublé, triplé même. 5 ans plus tard, aujourd'hui, nous nous retrouvons à une consommation encore plus exponentielle. Et les jeunes encore se retrouvent justement sur ces tables où les boissons sont à profusion et coulent à flot. Cette jeunesse-là, cette jeunesse en parfait d'homme, comment la redresser? Peut-on même seulement la sauver? Cette jeunesse de moins en moins lucide, comment faire d'elle? Mais d'abord, le fleuve Vouri, je crois que c'est le début sur une année. Hein? Une année. Ce n'est pas le fleuve Vouri sur un jour. C'est une année. Donc, c'est vous donner, tu vois, vraiment la valeur. Bon, écoutez, là, nous sommes seulement en train de parler des espaces publics, hein. Mais il y a aussi la consommation dans des espaces privés, surtout pour les jeunes. Et qui eux font encore plus de dégâts que vous pouvez pas vous imaginer. Je vous donne un exemple. Il y a des jeunes, des parents plus ou moins nantis, parce que c'est eux qui sont à la tête de ce nouveau type de consommation, qui louent un appartement meublé. Voilà, ce qui est hors de portée, mais pour moi aujourd'hui. Mais ils louent un appartement meublé. Et ils viennent, filles, garçons compris, hein, avec des liqueurs. Toute nature. Tout à l'heure, parce que ça m'est revenu quand Franklin parlait de la cuvette. Et on met une grande cuvette. On ouvre. C'est whisky. De trucs différents, hein. On verse tout dans le truc. Imaginez, hein. Imaginez. Et les jeans, et le whisky, et tout ce que vous avez. Et tout. Et c'est des enfants. On parle là des enfants On entre parle 15 ans et 20 ans. adultes, hein. On parle des enfants de 15 et 20 ans. Et puis, chacun à son tour. On fait action ou vérité. Comment? Action ou vérité. Avec un gobelet. Bon. J'ai une amie qui a perdu son neveu dans ce coma éthylique. Il est mort après. Bon. Vers la fin, vous avez des zombies dans la pièce et non des êtres humains. Et imaginez la suite. Une orgie sexuelle. Une orgie sexuelle. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, quand les programmes de télé là montrent n'importe quoi, ce n'est pas sanctionné. Mais il suffit de dire que Macron a traité les Africains d'hypocrites. Là, le CN machin commence à écrire, ne sais pas n'importe quoi. J'ai peur pour ce pays. Oui.
Mais tous les programmes qui font la peur pour ce promotion pays. de ces comportements-là, J'ai peur pour on ce ne pays. dit rien, c'est tranquille. On Donc laisse je tout dis que c'est une circuler. question de discipline du point de vue de l'État. Quand on dit comment on va faire pour redresser, de discipline. Bon, le débat qui a eu dernièrement sur les histoires de je bois un produit et puis ma couleur de peau change, est une décapant. Mais on ne vous dit pas que j'ai vu en plein de côté, grand panneau publicitaire. Prenez tel produit, en 2 secondes, votre peau change. Personne ne s'attaque à ça. On va te dire que ce sont les grands contributeurs et du parti au pouvoir et de l'État. Contributeurs de quoi? C'est sur le plan moral. Nous sommes arrivés à ce niveau-là. C'est parce que l'État a démissionné. L'État est démissionné. Est-ce que précisément, doyen, c'est de la démission ou C'est c'est un choix, une orientation politique Oui, de nos États C'est cette avec démission pour qui but exprime ce choix, évidemment. Évidemment. C'est un choix. Donc, oui, nous pouvons rectifier le tir. La démission est un choix. Nous pouvons rectifier le tir. Tout à l'heure, quand il parlait de quand il était gosse, moi aussi, quand j'étais gosse, il y avait des espaces où des mineurs n'entraient pas. Jamais. D'ailleurs, à l'époque, c'était des ventes à emporter. C'est-à-dire que tu viens, tu achètes, tu sors, tu rentres chez toi. Oui. C'était pas des bars et les loges, tout, comment ça s'appelait même ça, tout ce que vous voyez aujourd'hui. C'était pas comme ça. Moi, j'ai été à Uri. Je ne parle même pas de boisson. Ce que vous appelez les cafétérias. Tu vois un jeune, il a peine 7 ans, il s'assied, il fait Magida, il passe sa commande. Il s'assied là avec des adultes, il mange, il boit, il rentre chez nous. C'était interdit. Impossible. Donc même nous les parents, nous avons démissionné. Oui. Nous sommes dans un système où, bon, c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Nous tous avons démissionné. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas assez critiques vis-à-vis de certains actes que l'État pose. Nous en sommes critiques quand ça nous arrange. Je ne vois pas aujourd'hui une masse critique camerounaise capable de dire ce type de publicité, nous n'en voulons pas parce qu'elles vont à l'encontre des valeurs qui sont les nôtres, mais surtout à l'encontre du projet de société dont nous espérons qu'il va nous sortir de cette merde dans laquelle nous nous trouvons. L'État peut-être se passer de cette manne, de cette rente qui découle des contrats avec ces grosses firmes alcooliques ou de boissons justement. Peut-elle se passer de ça? Peut-il, l'État? C'est facile comme bonjour. L'État peut créer d'autres emplois plus importants, plus que les brasseries du Cameroun. C'est la démission de l'État de ne pas créer des emplois. S'il vous plaît, je prends des exemples bêtes. lançons les industries de Créer fabrication. 1 ou 2 petites industries seulement. Vous avez le frère de la Lobé là. C'est pas vrai. Pour faire les vis. Pour 2 faire les petites vis. industries Vis pour, et faire, clous. pour transformer seulement localement, je veux dire, même 40% de ce fer-là en acier, avec les dérivés. C'est énorme. Mais vous parlez de quoi? Énorme comme Vous parlez de disent, quoi? Mon ami, l'État. Vous n'aurez plus- vous apprenons n'aurez à faire plus- les cadenas. Vous n'aurez plus les brasseries comme l'un des contributeurs majeurs dans la corbeille de l'État. C'est faux. C'est pour notre paresse et notre refus, justement, de voir ailleurs. Prenons l'éveil à la Notre fabriquons refus- le ballon plastique. Notre refus de discipliner notre jeunesse en fonction, n'est-ce pas, des enjeux dont tout le monde les voit aujourd'hui. Nous sommes dans un pays qui a complètement... on a démissionné partout. Et la corruption. Vous avez comment vous appelez ça? La police municipale, non? Elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, un décret présidentiel vient d'organiser justement Mais cette police elle fait quoi? municipale. Cette police municipale devait être mise en contribution pour essayer de discipliner ces espaces. Moi, je pense de plus en plus, les gens me disent, mais parfois on ne te voit plus. Je dis, je vais aller où? Tu es dans un endroit, moi je suis déjà un parent, d'un certain âge. Tu entres dans un espace, tu trouves les copains de tes enfants dans le même espace. Non, c'est pas possible. Vous Tu voulez sors. que je fasse quoi? Moi, je suis obligé de ne pas y aller. Bien sûr. Vous comprenez? C'est pour ça que Bien je préfère sûr. rester chez moi. Et si Benet Christ passe par là, à la bonne franquette d'eux, et puis chacun disparaît. Donc je pense sincèrement que le mal est très profond. Le mal est très profond. Et maintenant, vous avez sûrement dit ce que... Mais même en termes d'importation, ce que le Cameroun perd en devise. Parce que n'oubliez pas, pour faire ces trucs-là, il faut quoi? Il faut la matière première que nous ne produisons pas. Les blés, le maïs et tout. Que nous ne produisons pas. C'est terrible. Hein? C'est un problème. Quand on regarde ce que le Cameroun perd, en houblon, et en blé, et en maïs, et d'autres trucs qui rentrent là-dedans, mais c'est très grave. Donc commençons au moins par créer
des champs de culture intensive de maïs pour les vendre à ces industries brassicoles. Pour au moins piquer une petite part de ce marché. Même ça, nous ne le faisons pas. Et je vais vous dire, là, actuellement, là c'est une société brassicole qui est en train de lancer la culture intensive de maïs dans la zone après le Dibamba. Hein. Pour compenser. Pour compenser. Donc, ils font le door to door. C'est-à-dire, ils prennent d'un bout à l'autre et ils prennent tout. Donc, je pense sincèrement que nous sommes là face à un flou qui est d'ordre économique, d'ordre culturel, d'ordre de la gouvernance, d'ordre d'une certaine discipline qu'un État devra avoir, etc. Ce sont des espèces de trucs nocifs. Si on dit qu'on veut muscler notre masse critique pour affronter les enjeux majeurs qui sont devant nous et que tout le monde voit aujourd'hui, il faut être capable de passer par ces étapes-là. Si nous ne le faisons pas, nous serons des gens complètement pourris. Et le drame dans ces affaires-là, c'est que même quand vous voulez pousser un coup de gueule, allez voir que ce sont ceux qui dirigent. Allez voir qui a ces débits de boisson. Qui a ces lieux-là de perversion de notre jeunesse. Les propriétaires, c'est qui? C'est pas vous, c'est pas moi. Voilà. Ceux qui acceptent tout et n'importe quoi. Donc, oui, Franklin. Mais je crois que c'est un choix. C'est voulu. C'est voulu parce que si ce n'était pas voulu, les gens sont très prompts à prendre certaines décisions quand cela les arrange. S'ils ont laissé cette espèce de laisser aller dans ce secteur, c'est parce que justement ça fait des affaires. Allez voir les campagnes électorales. On ne peut pas voir un pays, allez voir les campagnes électorales pendant ce que vous appelez les élections, ces jeux politiques. C'est la boisson, hein? Le cœur de l'affaire. Le cœur de l'affaire, c'est la boisson. Allez voir après les campagnes comment les militants des partis, on les retrouve même couchés dans les caniveaux parce qu'ils sont complètement, je ne sais pas. Et c'est ça qui pour eux est un gage de succès du meeting d'hier. Ce n'est pas le message politique que les orateurs ont distillé. Non. C'est quoi? C'est que c'était chaud. J'ai bu 50 Guinness hier et 60, je ne sais pas quoi. Donc, c'est compliqué. Mais je dis à l'État, ce n'est pas seulement un problème, mais c'est aussi au-delà de ça, un problème de santé. Parce que ne pas discipliner ce secteur a des conséquences sur le plan sanitaire. Or, nous n'avons pas les infrastructures sanitaires de qualité et de niveau en qualité et en quantité suffisante. Les questions, par exemple, de l'insuffisance rénale, elles vont nous péter à la gueule demain. D'ailleurs, c'est déjà le cas. On vous dit qu'il n'y a pas de kit, il n'y a pas assez de kit, etc., etc. Je pense à Mongo Betty quand j'évoque ce gros brûlé là. Vous savez que le grand Mongo Betty, le plus grand écrivain camerounais, peut-être l'un des meilleurs de toute la littérature francophone. Il est mort de quoi? Qu'il affronte dans le monde. D'une insuffisance rénale. Il est allé à Yaoundé. Le truc de dialyse était en panne, l'appareil. On le devait à Douala. À Douala, il n'y avait pas de kit, il n'y avait rien. Il est mort. Comme un chien. L'auteur de parce que l'État camerounais a été incapable, à ce moment-là, de mettre à disposition cet appareil-là pour aider ses reins à respirer un peu. Il en est mort. Donc, avec tout ce que vous pouvez là maintenant, les centres de fabrication d'alcool, de Yong-Yong, je ne sais pas d'où, moi, je me souviens qu'on avait interdit le whisky en ça va créer des dégâts terribles. Et ça, il faut dire ça aux parents, qui laissent les enfants continuer à rentrer de tête baissée dans cette consommation abusive de l'alcool. C'est aussi notre rôle de dire à nos enfants, attention, au-delà du plaisir que cela te procure pour un instant, les conséquences après seront catastrophiques pour ta propre santé. Voilà. Les conséquences seront désastreuses pour l'avenir. Pendant que les autres y seront très haut leur pays, peut-être les nôtres ici se réveilleront tout sourds, encore bien dans les vapes de la veille, à cuver leur vin. Et il faut peut-être le signifier pour le marteler et le fustiger qu'au Cameroun en particulier et peut-être dans les pays africains en général où la crise où les différentes crises liées à l'inflation des produits de première nécessité a suscité la grogne des populations.
Mais la réaction du gouvernement s'est fait attendre. Au Cameroun, pour le cas des Suisses, et puisqu'on parle d'alcool, les prix de la bière seront maintenus en état. Des suspicions quant à leur augmentation avaient été émises. Mais voilà, le ministre du Commerce est sorti pour rassurer, ça c'est le terme du communiqué, la population quant au maintien en état des prix de la boisson. Les prix de la boisson qui resteront donc comme tels, alors que les prix des produits de première nécessité ne font que s'envoler. Alors on l'a dit, choix voulu d'un État, mais est-ce que cet État justement ne plombe pas lui-même son avenir? Car oui, il faudra bien une relève, mais une relève qui sera saoule. Peut-elle effectivement jouer le rôle qu'on attend d'elle? La jeunesse alcoolisée, alcoolique, n'est-elle pas la mort d'un État? Oui, effectivement, c'est la mort d'un État parce que la déprogrammation sociétale est une dimension importante de l'ordre mondial actuel. La déprogrammation sociétale. Quand je parle de déprogrammation sociétale, il y a beaucoup de dimensions à l'intérieur. Il y a l'inclinaison du schéma mental de l'homme qui empêche que l'on puisse penser avec des faits et des évidences, mais qu'il commence à réfléchir ce que vous avez appelé le VAP, donc dans l'illusion. L'illusion d'un monde parfait, alors que les évidences vous montrent le contraire. Mais vous êtes convaincu par votre subconscient que tout est parfait, alors que rien n'est parfait, et ça crée la dépression que nous connaissons aujourd'hui. Donc si vous regardez ça, vous allez vous rendre compte que l'État, la famille et la société ont failli. Par exemple, quand vous avez une nomination, par exemple, Parfait commençait à l'évoquer tout à l'heure, quand vous avez une nomination, par exemple, les festivités, par exemple, par exemple, ce qu'on appelle les fêtes nationales d'indépendance, les jours de célébration des indépendances des pays africains. Qu'est-ce qui tourne autour? Je vais vous donner cet exemple. Premièrement, le chef de l'État lui-même reçoit d'abord certaines sommités au palais présidentiel. Et vous serez surpris qu'il n'y a aucun projet qui va sortir de là pour la nouvelle année qui commence, aucun projet politique. Il n'y a aucun nombre de décisions qui vont être prises pour l'amélioration des conditions de vie. Tout ce qui tourne autour, ce sont les enveloppes et la boisson. Alors, quand vous y êtes invité, vous savez que vous allez rentrer avec une enveloppe et il y a cette festivité-là, l'accueil, la boisson et tout, quand les gens rentrent. Et la réussite même de cet événement ne tourne pas autour qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays dans 1 an, dans 2 ans? Qu'avons-nous fait cette année qui vient de se terminer et comment entrevoyons-nous, n'est-ce pas, cet avenir qui commence aujourd'hui? Non. La réussite de ces événements, c'est comment les gens ont répondu présent, de deux, comment les choses ont été organisées et les enveloppes que chacun a tirées. Ça, c'est au plus haut niveau de l'État. Et on peut vous dire combien de champagnes sont importés chaque fête nationale de l'indépendance. Combien de champagne importés, combien de bouteilles de vin, les avions entiers viennent avec ça parce qu'à la présidence, on va recevoir les gens. Ça, c'est d'abord la première image que vous avez au plus haut sommet de l'État. Deuxièmement, redescendons un peu plus bas. Quand vous avez une nomination, par exemple, ou un colonel qui venait d'être nommé, ou un ingénieur qui venait de sortir de l'académie, le jour-là, qu'est-ce qui tourne autour? On va arroser. On dit qu'on va arroser la nomination. Les galons. Les galons. Donc on arrose les galons. Donc, on ne mesure pas la responsabilité qui est derrière ces galons. Mais ce qui est important, c'est j'y suis. On arrose. Et ça se passe partout à Mondo Vision. C'est devenu comme un culte. C'est un rituel sacré. C'est un rituel sacré d'ailleurs. Revenons encore, prenons maintenant, descendons encore plus bas. Prenons ce qui est devenu les obsèques aujourd'hui. Le funérailles, comme il m'a appelé. Quand les gens se retrouvent dans le funérailles, j'ai un passage que j'aime dans la Bible, Salomon le disait. J'aime aller dans un endroit de deuil que dans un endroit de fête, dans une maison de fête. C'est-à-dire dans un endroit de deuil, la personne est face à la réalité de sa vie. Il réfléchit à ce qui viendra après. Qu'est-ce qu'il va léguer demain à la postérité? Parce que tu vas finir par partir. Mais qu'est-ce que tu vas laisser? Donc, on a même transformé cet endroit de recueillement en un endroit de prostitution et de beuverie à outrance. Donc, si aujourd'hui tu perds ta famille, tu perds un membre de ta famille, ton père et ta mère, les gens qui viennent vont te juger non pas par rapport
au cadre ou comment tu organises les choses, mais par rapport à la boisson qu'ils ont bu ou pas. Comment tu les as reçus? Est-ce qu'ils ont bien bu? Est-ce qu'ils n'ont pas bien mangé? C'est ça, sur ce bas de ça qu'on va te juger. Et donc, perdre un membre de sa famille devient un business. On en profite pour recevoir des dons de gars. Donc, voyez-vous comment la société évolue. Descendons encore plus bas maintenant, les plus essentiels. Prenons donc le mariage. Alors là, quand vous voyez la dot, vous savez ce qui se passe, n'est-ce pas? Vous avez la famille réunie. On vient doter votre sœur. Mais l'élément visible, malheureusement, ce sont les casiers de bière. Mais regardez, moi j'ai fait cette étude-là, j'ai marché dans plusieurs manifestations de mariage pour observer ce qu'on appelle aujourd'hui la dot en Afrique. Comme pour dire que l'État n'est pas le seul coupable dans cette dépravation de mœurs, c'est l'État crée d'abord les chaos dans ce sens-là. Lui-même, l'État est victime d'un cadre global parce que l'Occident, la mondialisation veut que vous ayez des sociétés fragilisées pour écouler justement les conneries. Tout ça, c'est pour les intérêts. C'est pas pour la santé de l'humanité. C'est pour vous rendre brut. C'est pour vous abrutir, pardon. C'est pour vous rendre bête. Parce que vous ne pouvez pas accepter, comme vous dites demain, que le Cameroun est un pays pauvre et très endetté. Si quelque part on n'a pas créé les conditions de cette acceptation-là, de cette inféodation, voyez-vous, mentale. On vous dit les Congo, le Grand Congo, la RDC, on vous dit c'est un pays pauvre et très endetté. Vous vous posez les questions. Mais tous ces gisements d'or, de mines, de diamants, de tout ça. Mais attends, c'est pour qui donc? Comment un grand pays comme ça, qui a le tout autour, peut être qualifié de pays pauvre et très endetté? Et vous voyez les responsables de ces États vous disent que nous sommes un pays très pauvre et très endetté. Nous devons travailler pour aller jusqu'au point d'achèvement. On accepte. Voyez-vous? Donc les conditions sont globalement organisées de manière à ce que nous ayons cet état de fait. L'État aussi, dans son espace, profite de cette fragilité de famille. Parce qu'une famille qui est confrontée à des problèmes économiques énormes, des problèmes sociétaux énormes, des problèmes sociétaux énormes, qu'est-ce que cette famille a fait? Il y a la démission. Les prédécesseurs ont déjà évoqué ça, la démission des parents. Quand un parent, par exemple, n'arrive pas, par exemple, à circonscrire, bon, j'ai vu ça dans un bouquet, je ne veux pas dire, on a mis l'autorisation parentale pour certaines chaînes. Il faut que le parent, les codes parents autorisent l'accès à ces gens-là par ses enfants. Bon, maintenant, les gens commencent à y réfléchir, commencent à réfléchir à l'influence négative, même de l'image, de médias, le message subliminaux qui sont transmis par certaines images. Mais vous voyez que dans tout ça, l'élément central qu'ils ont mis en place, c'est l'alcool. Même quand vous regardez dans les films, l'alcool est toujours présent. Et maintenant, quand vous voyez, on va épouser votre soeur, l'élément dominant qui frappe à l'œil des enfants, c'est l'alcool. Voilà. Et pour manifester cette joie-là, les gens partagent l'alcool. Voyez-vous? Mais dans nos traditions antiques, par contre, lorsqu'une femme devait être allée en mariage, vous savez ce qui était dominant? C'est que la femme, la nouvelle mariée, était prise de côté par les mamans qui étaient déjà expérimentées dans les foyers et qui expliquaient à cette nouvelle mariée les enjeux et réalités du foyer là où il va aller partir. Et c'était l'élément le plus important de cette manifestation. Mais aujourd'hui, non. Le plus important, c'est le bling-bling. Quelle robe elle a portée, comment elle était habillée, il y avait combien la boisson, comment l'enthousiasme était là-bas, les gens ont mangé, ont fini. Et puis la plupart, c'est ça. Donc c'est un cycle infernal dans lequel on a embourbé, on a entraîné le masse et qui le pire, c'est que vous savez que il y a des éléments construits. Parce que vous ne parlez pas de la brasserie, vous ne parlez pas de tout ce qui est derrière la brasserie. Il y a d'énormes enjeux économiques, d'énormes enjeux en termes de manipulation de peuple. Parce qu'on y met dans ces boissons-là des éléments additifs, donc qui créent l'addiction. Vous ne parlez pas de l'addiction. L'addiction, c'est créé sciemment par ces brasseurs-là. Et vous ne parlez pas de comment même sont constituées même ces boissons, qui pour la plupart sont toxiques. Et vous ne parlez même pas que la plupart de ces multinationales qui fabriquent l'alcool n'appartiennent pas aux États et donc ne viennent pas de l'Afrique, et viennent d'ailleurs. Donc ça veut dire que si on peut tuer une population, mais on peut passer par la boisson pour les intoxiquer, pour les tuer. Et souvenez-vous d'une chose, il y a des poisons à long terme. On peut vous mettre un poison par exemple de 10 ans. Ça peut faire des effets, au bout de 10 ans ça vous tue. Mais ça ne vous tue pas à l'instant. Immédiatement. Qui ne dit pas que certaines choses que nous consommons là, même alimentairement parlant, ça tue le peuple africain à petit feu parce que l'Afrique a une forte démographie. Et dans cette démographie, la plus grande partie est composée de jeunes. L'Afrique est le continent jeune, le plus jeune de la planète,
qui ne vous dit pas qu'ils peuvent passer par là pour endormir votre jeunesse, qui risque d'être une bombe à retardement contre l'ordre mondial actuel? Alors, deux questions, et c'est vous, messieurs, qui aurez les mots de la fin. Je commence par vous. Est-ce que l'État peut se permettre justement d'avoir des mesures drastiques qui limiteraient la consommation d'alcool de la jeunesse? Et peut-être sous-jacemment à cette question, est-ce que la jeunesse, là, justement, est la victime toute trouvée? Elle est juste là, comme ça, en victime? Il y a beaucoup de personnes parmi mes amis, mes apprenants qui m'écrivent et chacun me donne son point de vue sur la question qui est en débat. Je vais juste... Je pense que tout cela est dû au manque de travail. Les jeunes ne sont pas occupés. Il n'y a pas de travail et l'alcool prend la place laissée par, je veux dire, le chômage et l'absence. Cette oisiveté. Par l'oisiveté. Voilà. C'est l'une des causes. Moi, je vais lui dire, et je vais le nommer à mon jeune petit frère, c'est Toumeni, que cette analyse a peut-être sa part de pertinence. Je n'y souscris cependant pas. Parce que une bouteille classique d'alcool coûte 650 francs pour l'exemple du Cameroun. Il y a des débits de boissons, ça coûte 2500 et les jeunes boivent. Par cuvette. Ils boivent par cuvette. Ouais. Donc, si vous faites 2500 multiplié par 10 bouteilles seulement, ça vous fait 25 000. Par 20, ça vous fait 50 000. Qu'ils vont boire et ils boiront plus. Et d'ailleurs, parfois, ils sont 6 et chacun va faire une tournée de cuvette. Donc, le temps de 22 heures à 4 heures, ils ont fini 6 fois 20, fois 20 ou fois 10. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut que les jeunes perçoivent quelque chose. Ils ne peuvent pas être dans un éternel cycle vicieux comme celui-là. Parce que ils cravachent dur sans l'aide d'un État qui ne fait pas beaucoup pour que les jeunes soient employés ou peu précairement employés. Ils travaillent comme des forcenés. Il faut voir les jeunes, ils sont inventifs. Il faut les voir en Dokoti, au marché central, quand ils achètent des t-shirts qui sont grands, qui font 3XL, qu'ils le coupent, qu'ils le cousent pour le mettre à des tailles convenables. Il faut les voir rivaliser d'ingéniosité pour pouvoir mettre tel ou tel produit sur le marché, pour vendre. Il faut les voir à 4 heures dans les marchés qui essaient d'acheter. Il faut aller dans la rue des Chinois à quoi? Moi, je prends l'exemple de la ville de Douala, que je connais un peu mieux aujourd'hui. Il faut les voir dans toutes ces rues-là, acheter des produits, aller en ligne les mettre pour essayer de vendre, être sur les motos pour les livrer dans les coins reculés de la ville ou dans les agences pour les livrer dans les coins reculés du pays. Tous ces produits, ils ne peuvent pas produire autant d'efforts pour sacrifier tout cela dans des bouteilles d'alcool le week-end. Il faut bien qu'ils prennent conscience que ça se joue contre eux et que s'ils veulent s'offrir un minimum de bien-être, s'ils veulent s'offrir un minimum de vieillesse en santé paisible, parce que le risque de tout ça, c'est qu'à 40 ans, c'est qu'à 50 ans, leur santé bousille tous les efforts financiers qu'ils ont fait aujourd'hui, que les petites économies, que les petites parcelles de terre qu'ils ont eu du mal à acquérir, qu'ils sont obligés de les recéder pour régler les problèmes de santé, parce qu'ils vont être importants. Le corps, c'est spongieux. Ça veut dire que vous pouvez y mettre ce que vous voulez quand vous avez 20 ans. Votre corps, lui, prend. Il prend tout. Il refoule. À 25 ans, il prend tout. À 30 ans, il prend tout. À partir de 40 ans, avec la croissance en épaisseur, parce qu'à 40 ans, on ne grandit plus comme ça. On grandit comme ça. À 40 ans, avec la croissance en épaisseur, eh bien, votre corps commence à vous demander des comptes sur tous les efforts, sur tous les excès que vous avez faits. Il commence à vous les rappeler petitement, progressivement, jusqu'à ce qu'il y ait épuisement de vos fonctions rénales, qu'il y ait épuisement de vos fonctions hépatiques, qu'il y ait épuisement de vos fonctions cardiaques, qu'il y ait épuisement de vos fonctions neuronales. Que les maladies que nous n'avions pas... Écoutez, en Occident, ils n'ont pas de biais de 65 centilitres, c'est 33 points. Il nous reste les biais d'1 litre ici ou d'1 litre et demi, parce que ça commence à en faire quand même. Donc, la question que tu me poses... J'ai envie de dire, nos États doivent être responsables. C'est une double dynamique qui s'offre à elles. Vous avez une dynamique jeune, capable de vous affranchir du diktat et des pressions que vous subissez. Soit
vous outillez les jeunes, vous leur donnez les éléments en réglementant la consommation des stupéfiants, de l'alcool, la réglementation des divertissements. Parce que l'alcool s'inscrit dans le grand champ des divertissements. Ou alors, parce que l'alcool est dans deux champs. Dans le champ du divertissement et dans le champ de l'alimentation. L'État doit, de façon extrêmement rigoureuse, pointue, disciplinée, réglementer le champ du divertissement et le champ de la réglementation. Parce que, hélas, la disruption est là, on n'y peut rien. Si l'État ne rentre pas dans le champ de la disruption pour dire, eh bien, chers jeunes gens, il y a la disruption négative, il y a la disruption positive. Je sanctionne durement les infractions et les comportements qui vont s'inscrire dans la disruption négative et j'encourage de façon visible et ostentatoire toutes les actions qui sont faites dans la distribution positive, eh bien, on court le risque de voir les jeunes aller vers ce qui est le plus facile. Écoutez, on ne peut pas mettre la pression sur les hôtels et ne pas mettre la pression sur les meublés. On ne peut pas laisser que des promoteurs d'espaces dits d'appartements, de chambres et de studios meublés continuent de donner les clés de leurs appartements à n'importe quel enfant, à condition qu'il ait 10 000, 20 000, 30 000 pour payer, qu'il n'y ait pas de suivi. Ce n'est pas possible. Et même, ça commence à la maison. En tant que parent, vous ne pouvez pas, dans un immeuble, dans votre maison, organiser une fête où il y aura du bruit sans préalablement informer les voisins. Soit poliment en allant leur rendre une petite visite de courtoisie, soit en leur envoyant une correspondance pour dire « Excusez-moi, chers voisins, il y aura du bruit chez moi de 20h à 4h en raison de ce que je reçois des amis. Donc, excusez du désagrément qui sera causé par les bruits que j'occasionnerai. » Une fois que vous avez fait ça, vous transmettez chez votre enfant et globalement dans le corps social un certain nombre de règles de courtoisie et de vie en commun. Donc, nous devons prendre en compte que si nos États continuent d'être en Afrique des États voyous qui saoulent leur jeunesse pour éviter la rigueur de leur période de lucidité, les jeunes, eux, doivent prendre conscience qu'il s'agit de leur vie. Voilà. Et que, in fine, le corps social, c'est l'ensemble des corps individuels que nous constituons tous. Si nous voulons accéder, nous aussi, à un certain niveau de bien-être, de confort intellectuel, social et biologique, physique, nous devons faire attention au rythme de consommation qui est le nôtre. Je sortirai simplement en disant que le repas a pour but de vous apporter la santé. Tout ce que vous faites passer par votre bouche, soit vous met en santé, soit est un poison. Donc, les jeunes doivent se questionner sur ce qu'ils font passer par leur bouche. Et oui, on a fini. Malheureusement, le mot en 30 secondes, il faut que vous le disiez à ces jeunes-là. Boire, c'est un choix et peu importe quel État ouvre les vannes, on n'est pas obligé de faire partie de cette jeunesse en état d'ébriété avancé. Il faut d'abord commencer par dire que nous sommes victimes des excès. Dans des cadres et des occasions d'ordre ludique, on peut prendre un peu d'alcool. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'exagération dans une espèce de compétition qui ne dit pas son nom pour, je ne sais pas, décrocher quel type de laurier. Écoutez, dans nos sociétés traditionnelles, les gens buvaient du vin de palme dans les occasions ludiques. C'est du naturel. C'est plus que bio, quoi. C'est l'exagération qui pose problème. Parce qu'on a touché des brasseries et tout ça. On a oublié les gens qui fabriquent des kitoko et consorts. Hein. Oui, les whisky en sachet. C'est la chimie pure. Hein. Il n'y a rien de naturel ni de bio là-dedans. Eux encore, ils commettent plus de gaffes que tout ce que le fofon. Hein. Il y a même la contrefaçon. Ils commettent encore plus de gaffes que le fofon. Tous nos gars là, qui sont les conducteurs de moto, dans nos zones reculées là, à l'intérieur, ce sont les accros de cette affaire-là. Tout à l'heure, le gouvernement camerounais a interdit officiellement justement pour interdire la consommation et même la vente de ces. Ça continue. Alors, dites-nous, est-ce qu'ils sont obligés de boire? Est-ce que la jeunesse est obligée? C'est une question de culture. Vous savez, la culture, c'est quelque chose. On dit que la parole est me, mais c'est l'exemple qui entraîne. Si les adultes que nous sommes, nous avons de plus en plus des attitudes retors qui montrent à la jeunesse que ce n'est pas ça la voie. Et nous le leur disons. Et ils se rendent bien compte entre ce que parfois patient d'homme dit à la télé et son comportement au quotidien. Dans la société. Il y a une cohérence. Je pense qu'ils seraient tentés de se dire que peut-être ils font le mauvais chemin. Mais quand nous les adultes, nous-mêmes nous ne sommes pas des exemples. Parce que on a beaucoup tapé sur la France jeune,
mais certains adultes aussi, mais ils sont désespérants. Donc je pense que c'est tout le corps social qui doit se prendre sa responsabilité, et l'État en premier, pour essayer de recadrer, n'est-ce pas, les excès de cette culture de la beuverie qui est devenue pratiquement la chose la mieux partagée dans notre espace. Je continue de dire que nous avons un gap très important à combler et à rattraper. Nous sortons d'où l'histoire, notre histoire doit nous parler. Nous sommes des enfants des esclaves, des enfants des colonisés. Les autres ont profité de cette période noire pour prendre de l'avance sur nous. Si nous voulons rattraper cette avance-là, nous avons un minimum de discipline à nous imposer, et cela passe justement par la réduction drastique de toute cette beuverie, surtout avec des produits chimiques qui vont bousiller plutôt notre corps que de nous permettre d'être des vecteurs de développement, parce que physiquement nous serons en bonne santé. Il faudra avoir... Je voulais juste dire que il y a deux groupes, oui. Il y a deux groupes. Là, je parle du Cameroun. Les gens ne peuvent pas passer de 6h à 8h à faire sport et de 8h10 à 15h à boire de l'alcool. Que nos associations doivent prendre ces sujets à bras le corps. La génération d'aujourd'hui n'a même pas le droit d'être les héritiers de nos dévanciers qui ont créé les réunions et les tontines. Parce que nos parents ont créé les tontines pour résoudre les problèmes de leur époque. Et quand ils avaient fini de parler, l'argent n'y tenait qu'une part vraiment résiduel, parce que c'était le moment de parler, de discuter des phénomènes sociaux, des comportements sociaux. Aujourd'hui, les gens viennent à Ondjangui juste pour cotiser et ils partent passer 4 heures de temps au bar. Il est important que nos associations sociales à caractère culturel et autres mettent au sujet des débats les questions comme celle-là, de l'éducation des enfants, de leur propre responsabilité. Vous ne pouvez pas être un père qui tous les dimanches sort et revient sous et vous dites à votre enfant de ne pas revenir sous. Donc il faut que nous mettions ces questions à l'ordre du jour. Il faudra avoir l'œil clair et la démarche droite et non chancelante parce qu'on a passé toute la nuit à boire. Cette jeunesse, pour répondre aux défis que les autres jeunesses des autres continents lui opposera ou opposeront dans les jours à venir, devra être plus que jamais lucide. Et peut-être vous, chers adultes et chers États, devriez vous montrer la voie à cette jeunesse qui prendra la relève. De quelle jeunesse sera faite le continent de demain? C'était le sujet à l'ordre du jour ce matin, étant donné que la production d'alcool est en hausse en Afrique et la jeunesse se voit cueillir les premières places dans ces verres qui trinquent et ces bouteilles qui se vident. Merci messieurs d'avoir prêté vos analyses et vos conseils à cette jeunesse-là, et je suis sûr que pour la plupart elle était à la maison à cause de ce férié. On a pris de la graine, mais également à ces adultes qui sont censés mener la barque et montrer le chemin. Patient parfait d'homme, merci. Il faut préciser que c'est un exemple dans le domaine. Il est plutôt châtié, c'est à la maison qu'il se coule ses 15 ans d'âge. C'est un verre à la fois et pas tout le temps. Quant à vous, cher monsieur, je sais que vous donnez de l'alcool, mais vous n'en prenez pas. J'en ai jamais goûté. Il faudrait peut-être revenir là-dessus. One quarter of your love has lost. Tout un quartier. Un quart de sa vie. Et docteur Béni-Christ, vous êtes certainement l'exemple par excellence de cette jeunesse qui peut, même si de temps en temps avec des amis, on peut prendre un verre, on n'oublie pas. Il faut surtout fermer les endroits où les femmes dansent nues. Il faut savoir respecter ce qu'on appelle... Même à 15 heures, dans les grandes capitales africaines, c'est une honte. Il faut savoir respecter ce qu'on appelle l'utilité marginale. Prends un peu de vin, c'est bon pour tes maux d'estomac. Je suis contre tous les excès, à la fois le trop et le trop peu, dont je ne me considère pas en matière d'alcool comme un exemple. Ah non, tu dis donc, tu vas me fatiguer. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accordé votre attention ce matin. C'est la première édition. La suite est tout aussi intéressante. Nous avons encore 4 jours pour vous réveiller de la meilleure des manières. Merci à l'équipe de production. Demain est un autre jour. DBS Matin est un rendez-vous.